Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous rêviez de devenir danseuse étoile, vous en avez fait briller d'autres, celle du cinéma, qui vous a permis de créer votre petite famille du spectacle. Dans votre nouveau roman, 20 ans, vous plongez dans l'univers des prisons, sans pour autant perdre votre liberté de parole, bien au contraire. Bonjour Karine Silla. Bonjour. Alors, ce roman 20 ans qui est publié aux éditions de l'Observatoire, on va en parler tout à l'heure parce que c'est un roman passionnant et passionné, mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 22 janvier 1988. C'est la sortie de votre premier long métrage, Sanguine, le premier film de Christian François. Et c'est vrai que Christian François a fait son chemin depuis, puisqu'il a tourné Sœur-Thérèse.com et Plus belle la vie pendant 10 ans. Vous vous souvenez de ce premier film ? Non, mon premier film, c'est Jean Galmo. Mais celui-là, Sanguine était après Après. D'accord. Après, donc du coup, voilà, donc c'est mon premier film. Et oui, je me souviens surtout de toutes les expériences humaines, en fait. Donc du coup, à partir du moment que je partage un moment de travail avec les gens, je m'en souviens. Voilà. Vous aviez un petit rôle dans ce film. Il y avait Mathieu Carrière, Clémentine Célérier. C'était un tout petit rôle. Oui, c'était un petit rôle. Mais bon, c'était un rôle. Voilà. En même temps, le décor, c'est celui de la propriété d'un attaché culturel, je crois, au Portugal. Et finalement, ce monde des attachés culturels, de la culture ou des diplomates vous est pas inconnu, puisque votre père est devenu diplomate après avoir été professeur de sociologie, je crois. Oui, voilà, il était professeur, docteur en sociologie. Et ensuite, il est rentré dans le monde de la diplomatie après qu'on ait quitté le Canada. Et en fait, au moment où on est parti au Burkina Faso. Oui, parce que vous avez beaucoup voyagé. Il se trouve que il a ensuite travaillé aux Nations Unies, je crois. Voilà, il travaillait aux Nations Unies. Je devais avoir 12 ans, donc il est allé au siège à New York. Donc on a quitté le Mali pour aller s'installer à New York. Il y a une histoire extraordinaire à New York, c'est que lorsque Khrouchtchev est venu et a frappé avec sa chaussure, c'est une histoire que tout le monde connaît, eh bien, le président de la séance avait un marteau. Il a tapé tellement fort qu'il a cassé ce marteau pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies. C'est quand même une chose étonnante. C'était le rêve de mon père, d'ailleurs, que je sois aux Nations Unies et que je sois interprète, en fait, parce que j'avais vraiment cette facilité de passer comme ça de l'anglais au français et d'avoir voilà, j'arrivais à anticiper très très bien les cycles de langage des gens. Donc ils rêvaient que je sois aux Nations Unies. Ça vous tentait pas, Karine Silla ? Ah, mais tellement pas. En fait, le problème, c'est, voilà, je crois que quand on est artiste, on est artiste. Exactement. Mais ces langues, vous les aviez appris comme ça, instinctivement ? Non, en fait, j'ai grandi dans les deux. D'ailleurs, je parle anglais avec mes enfants, je parle anglais avec mes neveux-nièces. L'anglais est vraiment une langue dominante chez nous. Alors, ce qui est étonnant, c'est que votre père, effectivement, vient de ce pays-là, et votre mère est bretonne. Ça n'a rien à voir. Oui, mon père est sénégalais, ma mère est bretonne. Mon père est sénégalais musulman, et noir et musulman, et ma mère est blanche, catholique et bretonne. Ils sont rentrés comment ? Donc j'ai forcément un destin qui ne s'occupe que de la réconciliation, l'obsession de la réconciliation. Et ils se sont rencontrés à Paris. Voilà, mon père avait entendu parler de ma mère comme étant la seule toubab, la seule blanche qui pouvait manger 1 kilo de riz. C'est extraordinaire. Voilà. Elle était kinésie, je crois. Elle était kinésithérapeute, ouais. C'est extraordinaire, c'est totalement improbable comme rencontre. Ça pourrait être le sujet d'un film. Voilà. Et en fait, elle avait d'ailleurs, elle a rencontré mon père, mon premier père, en fait, mon père biologique, dans les années 50 au Club Saint-Germain, qui en fait dansait le bebop, était une des premières personnes à avoir introduit le bebop en France. Donc elle vient de toute l'époque, de Miles Davis, de tout ça, parce qu'elle était kiné, mais elle était danseuse aussi, elle était danseuse de bebop. D'où d'ailleurs votre envie de devenir un jour danseuse étoile, peut-être. Je sais pas, peut-être de l'idée de me rapprocher d'un père que je n'avais pas connu. Il se trouve aussi que le problème à l'époque, c'était le métissage, qui n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui, Karine Silla. Oui, en fait, le métissage qui, pour moi, en tout cas, est la place au monde que je préfère, parce que je suis un être profondément non-violent et profondément dans l'envie de réconciliation, ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est merveilleux d'être la fille d'un homme noir et d'une femme blanche. Mais à l'époque, c'était pas aussi bien vu qu'aujourd'hui, c'est pas aussi normal qu'aujourd'hui. C'est jamais bien vu.
Oui. Mais excusez-moi, mais le racisme n'a pas disparu, rien ne disparaît. Donc du coup, voilà. Après, ma mère était cette petite blanche qui est arrivée au Sénégal après l'indépendance, et en fait, il y avait énormément de racisme de la part du milieu français qui ne l'acceptait pas. Donc elle a toujours, moi j'ai par exemple, on va au Sénégal tout le temps, j'ai des grosses attaches au Sénégal, mes enfants sont tous baptisés là-bas, et en fait tous mes amis d'enfance sont vraiment sénégalais. Moi je suis née à Dakar et je suis vraiment voilà, très, très proche aussi de ma culture sénégalaise. Et il y a un point commun entre la rencontre de vos parents, une Bretonne et un Sénégalais, et la femme de cet homme dont vous allez reconnaître la voix. Année après année, en confrontant la théorie... Léopold Senghor. Senghor qui a épousé en seconde noces Colette, une femme qui vivait en Normandie, juste à côté de chez Yul Brynner. Donc il a passé sa vie en Normandie, et là ça n'a pas posé de problème. Non. Et puis Senghor, en fait, la seule chose qu'on lui a pardonné à un moment donné, parce qu'il a quand même fait des pactes qu'on paye encore aujourd'hui avec le général de Gaulle, mais il y a une chose en fait qu'on a pardonné à Senghor, c'est que c'était un véritable homme de culture qui était vraiment amoureux de la France par la culture, et grâce à Senghor, il a quand même mis le socle de la démocratie grâce à la culture. C'est quelqu'un qui avait beaucoup investi sur l'architecture, la danse, la littérature, la poésie. Et donc c'est un immense poète et d'ailleurs, homme de lettres. On lit aujourd'hui ses livres et ses poésies et qui continuent à toucher un large public. Alors, vos jeunes années, c'est des voyages permanents, le Tchad, le Gabon, le Mali, le Canada, à cause de vos parents. Oui, voilà, on a quitté le Sénégal pour aller au Brésil. Avant, en fait, mon père a fait sa thèse. Mais c'est vrai, j'ai changé 13 fois d'école, on a beaucoup bougé, j'ai fait plusieurs systèmes scolaires. C'est pas facile pour se faire des amis? Ah bah si, au contraire, parce qu'on se rend compte qu'en fait, mon père m'a dit un jour quand je pleurais parce que je quittais mes copines canadiennes pour aller au Burkina, mais tu vas voir Karine, les gens sont partout pareils. Et en fait, donc du coup, d'abord ça nous apprend, je pense, ça développe la faculté d'adaptation. Et la faculté d'adaptation, c'est pour moi l'intelligence qui est importante. Et une ouverture comme ça sur le monde, et aussi c'est l'écriture, c'est le début de l'écriture, parce que on écrit des lettres, on n'est pas, à l'époque on n'a pas les réseaux sociaux, on n'a pas les téléphones, et donc pour pouvoir garder des correspondances, on écrit, et c'est à travers ces correspondances et ces manques que je développe en tout cas mon rapport à l'écriture. Et puis un lieu très important dans vos jeunes années, c'est Fougères pendant vos vacances d'été chez vos grands-parents. Voilà, chez mon grand-père. Qui était marchand de chaussures. Et voilà, c'est vrai, au tout début, je quitte le Sénégal sur le bateau, j'arrive à Marseille, il vient nous chercher avec son camion et on descend en Bretagne. Donc c'était des très très longs voyages. Et il y a ce grand-père fantasque, résistant pendant la guerre, sur son mur, il y a la baïonnette avec laquelle il a tué l'Allemand. Et voilà, et donc il nous raconte toutes ces histoires de guerre qui rentrent aussi dans notre imaginaire, et je me rends compte à quel point je suis la fille aussi d'une maman qui est à 12 ans à la fin de la guerre, et donc du coup ça va déterminer aussi beaucoup tout ce que je fais, toutes mes œuvres, la place des femmes dans mes œuvres. D'ailleurs à Fougères, il y a quelqu'un qui a été célèbre, c'est Juliette Drouet, la maîtresse de Victor Hugo pendant 50 ans, qui est née à Fougères. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi vos fous rires, parce que je crois qu'avec votre sœur et vos deux frères, ce qui vous caractérise, Karine Silla, ce sont les fous rires et même des imitations. Oui, en fait, j'ai toujours cet air un peu grave et un peu sérieux, mais en fait, voilà, j'adore la comédie et je perds jamais le moment pour rire. Et je pense que, d'ailleurs, c'est une des phrases dans mon roman, on pardonne beaucoup trop aux gens qui nous font rire. Oui. Alors, la lecture est importante aussi dans vos jeunes années. Vous avez beaucoup lu. Pas seulement dans mes jeunes années. Je suis une obsédée de la lecture. Je lis même en marchant. Je lis tous les jours. C'est vraiment ma religion, ma passion. C'est vraiment la vie. Je la vis à travers aussi la lecture. Vous lisez absolument tout, du classique au contemporain. Tout ce qui vous tombe sous les yeux. Et puis beaucoup aussi les auteurs étrangers, les japonais, les russes, les danois, la littérature américaine, anglaise, française. Vraiment, en plus j'ai appris vraiment à perfectionner mon français à travers les livres, parce que vraiment à la base je suis vraiment très anglophone.
Oui, et en même temps, j'en reviens à ce côté danseuse étoile. Vous auriez rêvé d'être une danseuse étoile, mais il y a eu un accident qui a tout fichu en l'air. Et voilà, j'ai eu un accident au genou qui est venu interrompre voilà, mon rêve, en tout cas de danse, que j'ai gardé très fort parce que je continue beaucoup à aller voir les spectacles. J'ai eu notamment ce magnifique spectacle à l'Opéra de Paris qui s'appelle Red Carpet, par un chorégraphe israélien magnifique. Et voilà, et même quand je mets en scène, j'ai vraiment plutôt eu des idées de chorégraphe. Alors, il se trouve aussi que vous partez à New York, où vous allez devenir mannequin pour gagner votre vie, sans imaginer que ça peut déboucher sur autre chose, Karine Silla. En fait, être mannequin, c'est un coup du destin. C'est vraiment, je descends du Minskoff Theater et je venais d'apprendre que je m'étais vraiment fait très mal au genou et je descends les escaliers et je tombe sur Steven Meisel, grand photographe de mode, toujours actuel d'ailleurs, et en fait qui me demande si je suis mannequin, et donc du coup en fait je suis devenue mannequin comme ça grâce à lui, qui m'a envoyé au Vogue américain la semaine d'après, et donc vraiment c'est pas du tout un choix, c'était vraiment comme ça, c'est arrivé comme ça. Mais le destin a été quand même très sympa avec tout ça. Il y a eu les metteurs en scène qui vous ont repéré aussi d'ailleurs grâce à ce mannequinat. Oui. Voilà, en fait c'est comme ça que je fais mon premier film, que je fais Jean Galmo. En fait j'étais partie, c'est un directeur de casting de mode qui m'avait envoyé là, et puis en fait le cinéma me correspondait plus parce que j'avais ce rapport au texte, et voilà. Bon. Jean Galmo, justement, on va reparler dans quelques instants à travers une date, le 26 décembre 1997. A tout de suite sur Sud Radio avec Karine Silla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Karine Silla. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau roman, 20 ans aux éditions de l'Observatoire. On en revient à votre parcours, vos jeunes années au Sénégal et dans divers pays. Et puis, j'ai repéré le 26 décembre 1997, la première télévision en France. Vous êtes archivé à l'INA. C'est un reportage à l'Institut du monde arabe à l'occasion justement de la sortie de Jean Galmo, aventurier. Oui. Et vous vous souvenez de ce reportage ? Non, je me souviens pas du reportage. Je me souviens bien du film, bien évidemment, qui était une expérience en Guyane, comme ça, où j'étais allée même en avance, où j'avais fait une expérience où je suis restée 1 mois sur un placère avec les chercheurs d'or. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez été engagée ? C'est un casting ? En fait, oui, je suis tombée sur une directrice de casting, en fait, qui m'a vue, qui était une directrice de casting de mode, et qui a parlé de moi à une directrice de casting de cinéma. Et Jean Galmo, à l'époque, était un personnage incroyable, qui a eu un destin incroyable, mais totalement méconnu en France. Vous ne le connaissiez même pas. Oui, non, je ne connaissais pas. En fait, je crois qu'il a été homme d'affaires, député en Guyane, et il a été un des premiers soutiens du capitaine Dreyfus, et lui aussi a été victime d'une erreur judiciaire. Il s'est retrouvé en prison, on parlera de votre livre tout à l'heure, à cause d'une quantité de rhum tout à fait suspecte, voyez. Oui, en fait, oui. Et c'est vrai que dans ce reportage, on vous voit faire du jogging, car vous êtes aussi une passionnée de sport. En fait, c'est parce qu'en fait, je suis une insomniaque. Et donc, du coup, je dois toujours, en fait... puis, en fait, l'idée de faire quelque chose avec mon corps les soulage et libère l'esprit. Parce que je suis une penseuse obsessionnelle. Donc, du coup, ça me permet d'arrêter la machine. Et ce film en Guyane, c'est une expérience que vous n'avez pas oubliée ? Non, c'est une expérience que je n'ai pas oubliée. Voilà, déjà pour les voyages, c'est la première fois que je découvrais les forêts amazoniennes. Et voilà, et puis j'ai une très belle relation avec Christophe Malavoie, et puis la jeune actrice dans le film aussi, Belinda, avec qui on est toujours amis aujourd'hui. Et puis, vous évoquez dans ce reportage Jamais seul avec toi, qui est un court-métrage un peu méconnu de Valérie Blier. Oui, voilà, que j'ai dû tourner en 96, quelque chose comme ça. Or que Galmo date de 88, c'est ça ? C'est ça, 80, oui. Voilà. Ça. Donc du coup, oui, voilà, que j'ai fait avec Didier Bénureau, à l'époque, qui était l'acteur avec qui je partageais l'affiche. Oui, qui était au départ, qui a démarré dans le théâtre de Bouvard, qui a ensuite travaillé avec Muriel Robin avec une pièce Maman ou Donne-moi ton linge où je fais une machine. C'est un personnage très particulier aussi. Oui, très particulier et puis drôle. Voilà, et puis j'étais très contente. Voilà, j'aime bien. Moi, j'adore faire les courts-métrages, j'adore faire les premiers films et travailler avec vraiment les débuts et les prémices d'une réalisatrice ou d'un réalisateur. Et effectivement, vous avez beaucoup travaillé avec des jeunes réalisateurs. C'est une volontaire ou c'est le destin ? J'adore les jeunes. J'ai une passion pour la jeunesse. Et les États-Unis, vous auriez pu rester aux États-Unis plutôt que revenir en France ?
Bon, écoutez, j'en ai toujours plus depuis quelques mois, mais en fait, ma fille habite New York, mes enfants y sont beaucoup. J'ai des amis d'enfance là-bas, des amis voilà, que j'ai toujours gardés et qui sont des amis très proches. J'ai pas fait ma vie aux États-Unis parce que voilà, j'ai eu en fait quand j'ai rencontré le père de ma fille, il était à New York. Et donc j'étais à New York, j'habitais toujours à New York. Et en fait, comme j'ai eu une fille que son père était français, je suis restée en France pour qu'elle puisse être à côté de son père. Oui, mais vous auriez pu faire une carrière aux États-Unis comme comédienne ou autre chose? Une carrière, je sais pas, parce que j'ai du mal. Moi, je suis pas du tout une carriériste. Je suis c'est le destin. Moi, je suis toujours là où le destin m'entraîne. Alors, il se trouve aussi que c'est pas fini. Hein. Non, mais là, je viens d'écrire d'ailleurs mon premier film en anglais qui va sortir le 26 novembre, qui s'appelle Hell in Paradise, qui est basé sur un fait divers, d'une jeune fille qui se retrouve comme ça piégée dans un pays par erreur judiciaire, et qui c'est un Midnight Express un peu pour une femme. Et c'est un gros travail, ça aussi, d'écriture et de réalisation. Non, je ne l'ai pas réalisé, je l'ai écrit. Celle qui l'a réalisé, c'est Leila Si, qui a fait Les Banlieusards. Alors ça, effectivement, c'est votre vie au cinéma, mais il y a aussi la télévision avec ce feuilleton. Les Cordiers jugés flics, ça a marqué votre carrière, ça, Karine Silla. Je pense à Pierre Mondy, je pense à Charlotte Ballandré. En fait, c'est des longues années avec des personnes. Il y a Bruno Madinier aussi, mais là, voilà, j'ai une pensée pour ceux qui ont traversé la frontière. Mais c'est vrai que c'était une équipe formidable. C'était des acteurs et des copartenaires formidables. Et il se trouve que vous étiez, je crois, la greffière de Pierre Mondy, donc. Non, de Bruno Madinier. De Bruno Madinier. Mais comment vous êtes arrivé là-dedans? C'est un casting aussi? C'est un casting, en fait, aussi. Et c'est un casting. Ça a duré 5 ans quand même. Un peu plus, je crois. Oui, 5 saisons, oui. Voilà. Mais vous avez eu envie de partir un jour? Écoutez, non, mais j'étais partie sur d'autres aventures. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, je voulais que le rôle évolue un peu plus. Donc j'avais autre chose. Je suis partie, je fais d'autres choses, sur du cinéma. Je crois que vous étiez arrivée dès le pilote de la série. Oui, j'étais là depuis le pilote. Et vous ne pensiez que ça durerait 5 ans? Non. Jamais. Que c'est quand même quelque chose de très particulier qui vous a rendu très populaire parce que c'était très suivi à la télévision. Ah, c'est vrai, on m'arrête toujours dans la rue. Encore? Oui. Ah, Amélie. Et vous connaissiez ce monde des juges, ou pour vous mettre dans le rôle d'une greffière, vous avez travaillé? Oui, après, moi, je suis un peu une obsessionnelle et puis j'ai toujours été assez passionnée par les procès, par tout ce qui est juridique. Je pense que dans un de mes fantasmes, j'aurais pu être avocate. D'ailleurs, 2 fois, j'ai eu affaire à la justice et je me suis défendue toute seule. J'étais trop contente de pouvoir faire un dossier, de pouvoir plaider. J'étais trop contente. Il faut encore connaître la façon de faire un dossier. Ah oui, mais bon. Vous débrouillez. C'était pas des dossiers très compliqués, donc je m'en suis sortie très bien. Et Pierre Mondy, vous en conservez bien sûr un souvenir heureux. Quel homme gentil, quel professionnel. Pierre Mondy? Oui. Ah oui, c'est un homme délicieux, merveilleux, vraiment merveilleux, paternel, respectueux. Et qui savait tout faire, aussi bien jouer que mettre en scène. Et passionné de jazz, il a eu la plus grande collection de disques de jazz en France. Je ne sais pas si vous l'avez vu un jour chez lui. Non, mais je me souvenais qu'il était passionné de jazz, oui. Et puis, il a un point commun avec vous, parce qu'il a tourné dans un feuilleton que vous auriez pu tourner en un temps. Karine Silla, je suis sûr que ce feuilleton ne vous dit rien, c'est L'âge heureux. L'âge heureux, c'est en 1966, un feuilleton qui a donné à des millions de filles l'envie d'être danseuse étoile. Ah bon? Et Pierre Mondy était le directeur de l'opéra à l'époque. Et Delphine Desieux, une jeune comédienne, était un petit rat de l'opéra qui montait sur le toit de l'opéra, ce qui était interdit. Et ce feuilleton a été le plus grand succès, c'était Odile Joyeux qui l'avait écrit, de l'histoire de la télévision des années 60. Ah bon? Et c'est une danseuse étoile. Et c'est vrai que l'opéra vous a tenté. Non, c'est pas l'opéra qui m'a tentée parce que j'étais aux États-Unis. Moi, en fait, je suis arrivée vraiment, j'ai commencé à vivre en France, j'avais 23 ans. Donc vraiment, moi, ce qui me tentait, c'était vraiment de rentrer chez Alvinelli, de la compagnie américaine. Oui, qui était la plus grande compagnie américaine. Voilà. Et j'ai reçu Et d'ailleurs, j'avais fait des stages pour eux, j'avais une bourse à l'école. Donc vraiment, c'était vraiment l'idée, c'était de rentrer dans la compagnie. Vous le regrettez encore aujourd'hui?
Non, parce que je suis pas une personne qui a des regrets. En fait, je vais toujours au bout de ce que je peux faire. En fait, voilà. Et puis des fois, bon, voilà, je suis assez, je suis pas fataliste, mais voilà, moi, je suis vraiment, j'ai énormément de force pour me battre pour les choses qui peuvent, que je peux changer. Mais quand les choses elles sont inchangeables, j'ai une grande sagesse pour les accepter. Mais il faut se remettre en question en permanence. Non, c'est pas se remettre en question. C'est voilà, on est comme ça sur un bateau, puis un phare dans la nuit, puis on redirige le bateau. Mais après, l'idée, ce qui m'obsède, c'est de raconter des histoires. Je les ai toujours racontées. Il se trouve qu'à travers la danse, on les raconte avec le corps. C'est l'idée de la compagnie aussi. C'est l'idée de la scène. Donc voilà, donc je reste quand même dans quelque chose qui est dans une narration, puis j'emmène la danse dans ce que je fabrique. Par exemple, le dernier documentaire que j'ai réalisé, j'ai filmé beaucoup de danse. C'est vraiment au moment du défilé de mode de Chanel à Dakar. Voilà. Et défilé de mode, d'ailleurs, je crois que Chanel, une de vos filles, a défilé aussi et que ça a été une grande surprise pour vous et un grand bonheur. Non, ça n'a pas été une surprise parce ma fille était en contrat avec Chanel. Oui. Et donc du coup, non, ce qui a été merveilleux, c'est de savoir qu'elle défilait à Dakar. Donc c'était le défilé de Dakar surtout qui a été vraiment d'abord une grande réussite. Et voilà, j'étais ravie. Et symboliquement, familialement, c'était important pour vous? Symboliquement, en tout cas, ça faisait plaisir. On a toujours la bonne occasion de réunir toute la famille à Dakar et d'avoir nos amis, notre famille sur place. Alors ça, effectivement, la famille, c'est important. Et on va justement en reparler à travers la date du 1er juin 2011. A tout de suite sur Sud Radio avec Karine Silla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Karine Silla. Nous parlerons tout à l'heure de ce roman étonnant et passionnant, 20 ans aux éditions de l'Observatoire, votre 5e roman. On a évoqué votre parcours et vos débuts. Et puis j'ai trouvé une date importante. Le 1er juin 2011 sort un film de famille. Toute cette vie que tu construis autour de moi, là, on dirait des murs de prison. Je pense que j'ai pas signé mes parents pour monter à Paris, que je vis dans un monde plus petit que Un baiser de papillon. Et ça, c'est un film qui a marqué votre carrière et votre vie, je crois. C'est La Voix de Cécile de France. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que ce film, c'est quelque chose de très important pour vous. Vous êtes battu pour que ce film existe. Ah, mais moi, j'ai l'impression que tout ce que je fais dans ma vie est une bataille. En fait, c'est vrai, il y a vraiment des gens qui ont un parcours où, je sais pas, ils racontent leur vie, ils marchent dans la rue, puis il leur arrive des choses, ils font un truc, et tout d'un coup, ça... Alors que moi, franchement, la vie est une bataille, mais je les gagne souvent. Et donc, du coup, j'aime me batailler. Et donc, du coup, oui, ce film, ça a été vraiment comme celui que je réalise là, en ce moment. C'est à chaque fois, je suis seule dans le bateau et j'ai l'impression d'être... je sais pas, une mythomane qui fait avancer des projets qui n'existent pas encore, mais à force de les manifester, ça se passe, quoi. Il faut se battre pour ça. Il faut se battre. Et le baiser papillon, je crois, Karine Silla, c'est un baiser qu'on donne aux enfants sur la joue avec comme un papillon. Voilà, avec les cils. Et c'est aussi le papillon qui butine, qui passe d'une vie à l'autre. C'est aussi un symbole. Voilà, et puis la vie éphémère, avec la vie qui passe, comme c'est l'histoire d'une maman qui va quitter cette terre parce qu'elle a un cancer et qu'elle a 2 petites filles à qui voilà, c'est la séparation en fait des gens qui s'aiment. Et une infirmière va la soutenir et une autre femme aussi. Mais alors, comment est venue l'idée de ce film? Pourquoi ce film au départ? Parce qu'il a marqué aussi. En fait, ça prend toujours racine dans quelque chose que j'ai vécu. Et donc, du coup, voilà, j'ai une amie très, très proche qui était comme une figure de maternelle, qui est morte un peu avant ses 50 ans d'un cancer. Et en fait, donc c'est parti vraiment, le point de départ est parti de là. Et puis, les personnages, voilà, sont venus à un moment donné se greffer sur cette histoire centrale. En plus, réaliser un film après l'avoir écrit, c'était la première fois, c'est pas évident aussi. C'est un nouveau combat. Oui, mais en fait, moi, je parlais de danse tout à l'heure, et en fait, la mise en scène ressemble aussi à la chorégraphie. Et voilà, et puis j'adore les gens, j'adore les humains. J'ai fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de programmes de réinsertion dans les prisons. Et donc, du coup, dès que je suis confrontée aux humains, et puis aussi diriger les acteurs,
c'est quelque chose qui me passionne et qui me fascine. C'est vraiment ça, je rentre par la mise en scène, vraiment par le biais de la chorégraphie et par le biais du travail avec les acteurs, moins par la technique, moins par tout ça, quoi. Oui, en même temps, vous avez observé, mais vous n'avez jamais véritablement appris la mise en scène. Oui, voilà, j'ai appris la chorégraphie. Donc du coup, c'est quelque chose de similaire. Après, les objectifs. Après, je suis une obsessionnelle de cinéma. J'ai vu, je crois que j'ai une grande, quand même, une bonne culture cinématographique. Je continue à aller au cinéma 3-4 fois par semaine. Je suis passionnée. Donc, de toute façon, je suis une autodidacte. J'ai pas fait non plus d'école de lettres. Et j'ai appris à écrire à travers la littérature. Oui, en lisant beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, si j'étais une musicienne, je ferais du jazz plutôt que les conservatoires. Vous parliez de danse, justement, et je crois que vous avez tourné une scène à l'opéra, ce qui ne semblait pas possible au départ. Oui, en fait, j'ai tourné une scène, non pas à l'opéra, mais à l'école de danse de l'opéra. Et en fait, c'est vrai qu'au début, ils nous ont dit non, on ne peut pas tourner une fiction. Et voilà. Et puis moi, c'était impossible que ça ne se passe pas. Donc j'ai pris mon RER, je suis allée aux portes ouvertes et j'ai rencontré Brigitte Lefebvre. Et je pense qu'elle m'a regardée, elle m'a dit, mais je pense qu'elle a senti que c'était crucial et important que je puisse tourner là. Et donc elle m'a donné la permission de le faire. Il faut une drôle de force de persuasion, Karine Silla. Je suis très persuasive, vraiment, parce que en fait, ce que je fais quand je débute une œuvre, ça devient vraiment une question de vie ou de mort. En fait, c'est impossible que je n'accouche pas de cette œuvre, c'est impossible. Et la preuve, ce film était au départ très difficile à monter financièrement. On ne voulait pas des comédiennes que vous proposez et vous vous êtes battue. Oui, non, vraiment, c'est pas. En fait, je me suis battue parce que c'était. Mais bon, c'est bien de se battre pour ces projets. Oui. Là, le film c'est comme le film que je vais faire. En fait, c'est que ça devient tellement vital que la force vitale du film nous aide à faire le film, aide à faire les projets. Oui, et puis vous savez ce que vous voulez. Vous vouliez telle comédienne, vous vouliez Cécile de France et quelques autres. Il n'était pas question de changer d'avis. Mais on m'a pas donné on m'a pas empêché de prendre mes comédiennes. Donc je ne sais pas d'où ça. Mais vous savez, il y a beaucoup de légendes, des légendes urbaines. Oui. Mais c'est peut-être fait partie de la légende, mais non. Les légendes permettent aussi de connaître autrement les personnages. Alors, je sais aussi que c'était entre drame et comédie. Vous avez pensé chaque phrase du dialogue. Ça a été un gros travail. Oui, après, oui, j'ai pensé... En fait, après tout ce que je fais, moi, je suis une travailleuse. Donc, je travaillais. Oui, mais c'est pas si simple de peser chaque phrase d'un dialogue quand on a écrit un scénario. Tout peut basculer. Oui, mais en même temps, je discute beaucoup après en répétition avec mes comédiens. Et donc, c'est une fois qu'on essaye de plus ou moins poser. Mais je suis pas psychorigide du dialogue non plus. Donc, et puis, je sais aussi que vous avez été influencée dans ce scénario par Médecins du Monde, pour lequel vous avez aussi travaillé, je crois, Karine Silla. En fait, j'ai pas travaillé pour Médecins du Monde, mais en fait, à un moment donné, il y avait des camions en fait qui allaient rue Mira et qui étaient des camions ambulatoires. C'était au moment de la prévention, qui faisait de la prévention pour le sida. Et donc, donc j'étais volontaire dans ces camions. Et pourquoi ? J'ai toujours fait quelque chose d'humanitaire. J'ai ma mère qui faisait de l'humanitaire, donc qui a travaillé aussi, qui a pas mal de missions pour l'OMS et ça a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis adulte. Il se trouve aussi que ce film évoque la mort, et dans votre culture, la mort n'est pas un problème, Karine Silla. C'est douloureux, mais il y a une acceptation de la mort. On a une... même c'est aussi la vieillesse, en fait. On accepte, en fait, les différents stades de la vie. Et voilà, et donc du coup, la mort est quelque chose de ritualisé qui est très différente qu'en Occident. Il se trouve que tous ces souvenirs, vous les avez accumulés, car vous avez une caractéristique assez rare, vous êtes hypermnésique. Oui, malheureusement. C'est-à-dire ? Heureusement, parfois aussi. En fait, j'ai une hypermnésie qui peut aller pour des choses absolument... Tout ce qu'on me raconte, je m'en rappelle. Tout ce que... mais après, ça pouvait passer à un moment donné, je me rappelais de chaque plaque d'immatriculation qui roulait devant moi. J'ai une mémoire. Si on m'a lu une lettre quand j'étais enfant, j'ai encore des fragments de la lettre que je peux réciter. Donc du coup, en fait, les gens qui sont autour de moi, ils me prennent un peu pour... je suis une hypermnésique. Ça a toujours été le cas. Mais c'est merveilleux pour quand on écrit.
parce qu'en fait, c'est comme c'est comme une espèce de palette de peinture avec des peintures infinies, et on se souvient toujours d'éléments qui nous aident à écrire. Mais c'est venu comme ça, vous avez découvert enfant ? Je pense que je voulais me souvenir de mon père qui est parti. Et je voulais absolument, et je suis une hypermnésique, et en fait, le seul visage que j'ai oublié, c'est celui de mon père. C'est fou, hein ? Ouais. Et donc, du coup, je voulais vraiment faire en sorte de ne rien oublier. Je pense que j'ai la volonté. D'ailleurs, tous les tests qu'on fait pour se souvenir de certaines choses de la mémoire, c'est à un moment donné de prendre un temps et de faire des connexions. Et donc, du coup, en fait, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis enfant de manière très naturelle, où c'est très important pour moi d'imprimer le monde et de comprendre quel est le sens de mon existence. Mais c'est un avantage, mais pourquoi c'est un inconvénient ? Parce qu'en fait, il y a des choses que, en fait, si vous me racontez quelque chose, et vous allez me raconter quelque chose que ce matin, vous êtes allé au marché, que vous avez acheté des endives pour faire des endives au four pour votre mère, ce n'est pas d'une importance capitale. Et donc, mais moi, je m'en souviens. D'accord. Alors, je crois que je me suis un peu renseigné. Le record en la matière, c'est un journaliste russe qui ne prenait jamais de notes, et il était capable de mémoriser des listes de 170 mots et de les restituer sans faute quelques années plus tard. Ah oui. C'est un record, oui. Homologué par le livre des records. Alors, il se trouve aussi que dans ce film, il y a vos enfants qui ont tourné. Ça, c'est aussi un événement. C'était vraiment le film de famille. Oui, en fait, moi, j'ai un ami qui nous appelle la famille Grus, parce que c'est vrai que mes nièces, mes enfants, tous mes enfants sont artistes, tous mes neveux et nièces sont artistes. On aime travailler. J'aime travailler en famille. J'aime travailler avec les gens que j'aime. Voilà, ça, c'est quelque chose qui fait du sens pour moi. Alors ça, c'est le cinéma, mais il y a aussi l'écriture. Je crois que les romans, ça a commencé avec Monsieur est mort. Ça, c'est une autre activité qui est née au milieu de tout ça. En fait, pour moi, j'ai toujours voulu écrire des romans, mais la littérature, c'était un peu comme un sanctuaire. C'était vraiment un endroit dans lequel il était difficile de rentrer. C'est compliqué quand on a lu... en plus très jeune, énormément de classiques, de grands livres. Et donc on se dit, est-ce que c'est nécessaire que je rapporte une autre pierre à l'édifice ? Et puis après, un jour, le roman s'est imposé. Puis il est arrivé au bon moment, parce que moi, j'ai besoin de recul. Et donc je suis arrivée c'était le bon âge pour écrire un roman. Et les 2 premiers romans, je crois, de Monsieur est mort et Autour du soleil, c'était sur des secrets de famille, des traumatismes. C'est un univers que vous avez exploré au départ ? Tout le temps. En fait, parce qu'il y a des secrets de famille dans tous mes livres. Il y en a dans L'absente de Noël, il y en a dans ce livre-là aussi, où le jeune Romain porte un secret douloureux, familial. Et oui, donc le secret fait partie de mon ADN, en tout cas, et de mon imaginaire. Et puis j'ai remarqué un point commun entre les titres des 2 premiers romans. Chacun des titres, c'est une chanson d'Aznavour ou de Arthur H. Ça, c'est un hasard. Ah oui, Aznavour a écrit Monsieur est mort et Arthur H a écrit Autour du soleil. Ah, je savais pas. C'est assez étonnant. Et puis, alors, il y a eu un 3e roman et un 4e. Le sujet n'a aucun rapport avec cette chanson. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle... Là aussi, il y a un secret qu'on a dévoilé il y a peu de temps. En fait, Aline qui a donné l'idée à Christophe, c'était l'assistante de son dentiste. Ah bon ? Voilà. Ah, d'accord. Et c'est vrai qu'Aline, c'est vraiment... elle a existé, votre Aline, c'est autre chose. Ah oui, complètement. C'est un personnage historique, reine de Casamance à 19 ans, qui a entraîné son peuple dans la résistance. C'est une non-violente, comme tous mes héros dans ma vie. Mandela, Martin Luther King, la sœur Emmanuelle, la mère Teresa. C'est vraiment, moi je suis vraiment une fanatique de la non-violence et d'essayer de mettre de la paix dans le monde. Et Aline était, du haut de ses 19 ans et de ses 20 ans, quelqu'un qui a entraîné les gens dans la résistance, mais vraiment dans la non-violence. Et ça me fascine. Personnage totalement méconnu en France à l'époque. Méconnu en France, complètement voilà. Et puis c'est un personnage qui, moi, je voyais à chaque fois qu'on nous parle justement de ces grands résistants, on parle toujours de Mandela et de Martin Luther King, de Malcolm X, mais en fait, on parle très peu de femmes. Et voilà, et donc c'était important pour moi de mettre en lumière et en roman le parcours exceptionnel et extraordinaire de cette jeune héroïne qui vient, d'ailleurs le livre a été vendu au Brésil et le livre
va devenir aussi un roman graphique, une bande dessinée. Je suis très contente. Et elle a été une pionnière, je crois, de la tentative d'égalité homme-femme. Non, c'est pas une pionnière parce qu'elle vient d'un peuple qui s'appelle les Diola. Et les Diola ont vraiment comme caractéristique de se battre. Ils ont une société totalement égalitaire. Et en fait, ce qui a mis le désordre dans tout ça, c'est bien sûr la colonisation française avec le catholicisme. Parce qu'on dit que c'est l'islam qui a foutu le bordel, mais... C'est autre chose. Voilà. Et donc, du coup, c'est le christianisme qui va venir et tout ça, bousculer toutes ces traditions pendant le colonialisme. Et c'est vraiment propre au peuple Diola. Chaque roman que vous écrivez, c'est un travail de fourmi en documentation, mais la légende prétend que vous avez peur des fourmis. C'est vrai ou c'est faux? Ah, pas du tout, j'adore les insectes. Eh ben alors... C'est ma passion, les insectes. J'adore les insectes. Eh ben moi, j'adore votre nouveau livre dont on va parler avec une autre date, le 20 août 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Karine Silla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Karine Silla. On a évoqué votre parcours entre vos livres, vos films, votre jeunesse, la passion de la danse. Et le 20 août 2025 est sorti un roman qui s'appelle 20 ans aux éditions de l'Observatoire. Et le titre est à double sens parce que 20 ans, c'est l'âge de votre héroïne et 20 ans, c'est 20 ans de prison qu'elle va vivre. Comment est née cette idée au départ? Elle est née d'un fait divers. Qui m'avait marqué dans les années 90. Et en fait, quand j'ai commencé à aller dans les prisons pour les programmes de réinsertion, j'ai rencontré aussi une jeune femme qui avait vécu quelque chose de similaire, avec qui j'ai tissé une amitié. Et en fait, je me suis rendu compte en fait des chiffres que seulement la population carcérale c'était 3% de femmes, et que dans ces femmes-là, la grande majorité, leur crime était lié à un homme. Donc, ce qui m'intéressait, c'était l'amour, la mort, la complice. Voilà, et ce rapport en fait de créer d'amour des femmes qui tombent amoureuses des bad boys, des jeunes filles qui tombent amoureuses des bad boys. Oui, ce qui est assez fréquent d'ailleurs. C'est le sujet de mon livre. Et moi, je me souviens en avoir interviewé une. Elle était amoureuse d'un bad boy parce que son père était un bad boy. Donc ça s'était transmis de père en fille. Mais vous savez, c'est une grande majorité des petites filles en général. Elles tombent toujours un peu séduites par le cancre dans la classe, par celui qui monte sur la table, et moins par le petit premier de la classe avec les lunettes devant. Il y a quelque chose de romanesque. Oui. Il y a quelque chose qui, tout d'un coup, ça devient des héros, des incompris. Et la petite fille, la femme en nous, a envie de consoler cette tragédie enfantine. Il y a quelque chose qui se met en place, de protéger ces jeunes garçons. Voilà. Et votre héroïne, Jeanne, donc au départ une étudiante qui a tout pour réussir et qui va plonger à cause d'un bad boy dont elle tombe amoureuse. Voilà, elle fait une sortie de route. Or qu'elle vient pas du tout du milieu du crime, elle a aucune chose sur le papier qui la prédispose à se retrouver dans la cavale dans laquelle elle va se trouver. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est c'est une jeune fille comme tout le monde. Et plusieurs fois dans les prisons, en fait, on pense que c'est un endroit où en fait on n'aurait pas pu se retrouver, et en fait compte. En fait, le destin peut aussi nous tomber dessus, et voilà. Donc ça m'intéressait de parler de quelqu'un de... Ah oui, mais c'est une descente aux enfers dont elle ne peut pas s'échapper au départ. Oui, c'est un tourbillon. C'est en fait, en plus elle a 20 ans, donc son âge vient mettre une emphase et vient comme un accélérateur. Et comme à 20 ans, c'est là où on est tellement... il y a quelque chose dans la fougue, c'est un miracle de survivre à ces 20 ans. C'est le moment où on est le plus... donc du coup, cet amour qui arrive justement dans cet âge où on est à la fois le plus fort et le plus fragile, ça a été comme un accélérateur sur la vie malheureuse de Jeanne. Jeanne qui rencontre donc Tristan, qui se drogue en plus, et donc elle va se retrouver au cœur d'un braquage. Oui, en fait, il se drogue, il utilise la drogue d'une manière très ponctuelle. C'est l'héroïne qui vit avec quelqu'un. En fait, c'est pas l'héroïne, la narratrice qui vit avec quelqu'un qui est héroïnomane. Mais elle, en fait, vit avec ce bad boy, et elle est entraînée où elle n'arrive pas à dire non. Et en fait, j'ai rencontré plusieurs femmes
voilà, qui s'était retrouvé dans cette situation et qui, au moment des faits ou des crimes, se sont retrouvés à ne pas bouger et se sont retrouvés dans un état de sidération et qui se sont retrouvés à prendre des peines de complicité qui sont beaucoup trop importantes, colossales. Et c'est aussi quelque chose aussi dont je voulais parler et que je voulais dénoncer, c'est la place des femmes en prison avec ces peines beaucoup trop longues qui sont sur ces peines de complicité. Ça, on n'en parle jamais. Effectivement, il y a ce braquage qui se termine tragiquement et vous allez la suivre en prison. Aller dans les prisons, comment l'idée est venue et pourquoi vous l'avez fait au départ, Karine Sylla ? Mais en fait, c'est un hasard parce que justement, j'étais dans ces camions de Médecins du Monde et en fait, j'ai rencontré un médecin qui allait et voilà, j'ai commencé à vouloir aller faire ces ateliers de parole. En fait, il trouvait que j'avais une facilité face au désarroi humain et que voilà, donc j'ai commencé comme ça, puis après j'ai fait une formation pour accompagner des enfants dont les parents étaient incarcérés et après voilà, donc du coup le besoin d'aller à la rencontre, en fait j'ai rencontré, en fait à la fois c'était un endroit terrible et à la fois c'est un endroit de rencontre et de... Voilà, moi j'ai rencontré des gens aussi formidables, des assistants sociaux, des gens qui viennent travailler comme ça sur les programmes de réinsertion. Et j'ai été très enrichie aussi par toutes ces années-là. Oui, parce que ce qui est important pour vous, c'est la réinsertion, plus que ce qui s'est passé avant. Ah oui, moi ce qui m'intéresse, c'est la réinsertion. D'ailleurs, quand je vois là, on vient de mettre en place une prison pour les hommes les plus dangereux de France, les 100 personnes les plus dangereuses de France. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'isole pas les primo-délinquants. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de les rendre meilleurs, de faire un travail pédagogique sur les primo-délinquants et de créer la première prison vers quelque chose de réinsertion possible. Parce que quand on voit les crimes horribles qui sont commis, c'est très, très, très souvent des multirécidivistes. Donc, il y a forcément un échec du passage en prison. Alors, il y a aussi un personnage très important dans votre livre, et c'est le psychologue. Car le psychologue a une importance considérable en prison. Oui, la psychologue qui a une... Mais c'est moi, le personnage qui est très important aussi, c'est le directeur de prison. Le directeur de la prison. Voilà, qui est un hommage au directeur de la prison de Rennes. Et voilà, j'ai rencontré comme ça, sur mon passage, des gens qui m'ont éclairé sur le terrain. Et voilà, que je garde en mémoire et qui ont ressurgi comme ça à l'écriture de ce livre. Et en même temps, vous les avez rencontrés, mais ce sont des moments forts et des moments douloureux. Et même quand on n'est pas hypermnésique, on les oublie pas. Oui, en fait, mais dans mon hypermnésie, en fait, ils se sont quand même enfouis quelque part parce que c'est pas quelque chose où on va se coucher le soir et on ressasse sans arrêt ce qu'on vient de vivre un jour après l'autre. Surtout qu'on est responsable d'emmener de l'espoir, de regarder vers la sortie, parce que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va l'après. Donc voilà. Donc c'était la première fois en fait que je me suis surprise en fait pendant le courant de cette écriture de laisser ressurgir comme ça tous les souvenirs très précis que j'avais vécus dans toutes ces années dans les prisons. Oui, et dans les prisons, et même, et vous l'avez dit un jour, je crois que vous auriez pu, vous aussi, vous retrouver en prison. Oui, après un mauvais tour du destin, un manque de chance. Parce que voilà, moi, j'ai été aussi amoureuse d'un bad boy. Et puis, il y a un moment donné où on se retrouve dans des situations où on ne peut pas faire autre chose que d'être complice d'une situation. Mais qu'est-ce qu'on va faire à 20 ans ? On va aller le dénoncer, on va aller... Comment en fait ça se passe ? Donc, du coup, j'ai eu de la chance. Et voilà, le destin m'a épargné cet accident qui aurait pu être... j'aurais eu une toute autre vie. Oui, et d'autres n'ont pas échappé effectivement à la prison. Et on sent à la fois l'espoir et le désespoir des femmes que vous rencontrez, que vous évoquez autour de Jeanne dans la prison. Oui, parce que c'est un lieu pour personne, la prison. Je le souhaite à personne. Les prisons d'hommes aussi sont terribles. Mais chez les hommes, il y a quelque chose d'un tout petit peu moins terrible. C'est qu'il y a un culte au corps, un culte il y a quelque chose en fait qui se met en place dans les prisons. Et puis les hommes,
ont beaucoup plus de visites. Les femmes sont beaucoup plus isolées. Et donc, pour faire un parallélisme sur le rapport au corps, les femmes, quand elles sont incarcérées, tout ce qui est soin de notre personne, les coiffeurs, le rapport aux règles, le rapport à tout ça, en fait, a une importance. En fait, c'est pas du tout une écologie faite pour la femme. Elles arrivent, des fois, elles sont enceintes, elles doivent accoucher en prison, elles vont avoir des enfants qu'elles vont laisser partir. Donc, il y a tout un rapport autour de la femme en prison qui est un rapport totalement barbare. Elles sont beaucoup moins visitées parce que, comme les femmes ont cette chose de dévotion avec leurs hommes, leurs pères, leurs fils en prison, elles viennent beaucoup plus facilement au parloir. Et voilà, alors que les femmes, une femme en prison, c'est la honte. Et donc, elles se retrouvent dans un double isolement. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté et que je trouve terrible, quoi. Oui, et on n'en parle jamais à part dans votre roman. On en parle vraiment pas assez, quoi. Et les premières prisons, je me souviens, pour femmes, c'est Napoléon III qui a construit une maison centrale en 1860. Il y avait 4882 femmes dans 8 maisons centrales en France à cette époque-là. Ça a beaucoup changé depuis, ça a beaucoup évolué. Je ne sais pas si ça a évolué, mais je pense que les pourcentages n'ont pas changé. Je pense que la population carcérale, je crois que c'est 5% en France de femmes, 3% dans le monde. Donc ça veut dire que malgré les années et les siècles qui passent, les femmes ne feront partie vraiment de la toute petite fange de criminels dans le monde. En même temps, on sent à travers ce roman, Karine Silla, que vous observez, vous racontez, mais vous ne prenez pas forcément position. C'est à la justice de prendre position. C'est toujours... Oui, et puis moi, en fait, mon rôle dans la société, mon rôle en tant qu'artiste, c'est de penser, de continuer à penser. Donc si je commence à avoir des positions, j'en ai quelques-unes, mais je pense toujours à ce moment cette phrase de Marguerite Duras dans La vie matérielle qui dit vraiment, je pense certaines choses, certains jours, sur certaines fois. Et elle dit, j'ai échappé à la pensée totalitaire, j'ai évité ce fléau. Et c'est un peu ça, en fait, c'est que je m'empêche d'avoir ma pensée qui s'arrête. Donc, j'ai besoin de continuer à me confronter, à cheminer avec ma pensée. Et donc, j'essaye de me faire pas de mur, en fait, comme ça, qui ferait obstruction à la pensée. Et on suit donc votre héroïne pendant les 20 ans de prison qu'elle va prendre, jusqu'à la fin, jusqu'à l'heure du bilan et de son examen de conscience. Ça n'a pas dû être facile à écrire, parce que quand on voit la vie de ces femmes, on la vit intérieurement quand on l'écrit. Oui. Mais bon, ce qui est plus difficile, c'est pour ceux qui sont incarcérés. Oui. Moi, je suis dehors, donc je ne fais qu'écrire. Et en fait, franchement, il ne s'agit vraiment pas ni de moi, ni de ce que je ressens. En fait, les gens souvent me disaient, mais ça doit être quand même très difficile d'aller en prison, moi, je ne peux pas. Hein. Quand on cherchait des volontaires pour la fête des pères, la fête des mères, pour venir nous aider, alors qui nous disaient oui, puis après qui nous disaient non, mais là, c'est trop difficile pour moi, je ne pourrais pas supporter. Mais en fait, c'est pas à eux que ça arrive. Donc, je comprends bien qu'ils peuvent pas supporter, mais à un moment donné, il faut penser à ceux qui vivent les épreuves. Et puis il y a une chose qui me paraît évidente, les femmes en prison sont déconnectées de la réalité du monde, alors que les hommes le sont moins. Mais c'est pas elles sont déconnectées du monde extérieur, parce que le monde extérieur vient moins à elles. C'est ce que je parlais par rapport aux visites. Tandis que le fait d'avoir un lien avec l'extérieur, c'est pour ça d'ailleurs que je faisais vraiment beaucoup ces accompagnements d'enfants pour qu'elles puissent avoir un lien toutes les semaines avec leur enfant pendant 1 heure, parce qu'en fait, c'est vraiment ce problème de l'isolation, de l'isolement. Des femmes en prison, qui est beaucoup plus important que celui des hommes. Oui, et moi je me souviens, dans les années 70, il y avait un sondage sur les hommes en prison. Ils voulaient voir 2 personnes, Raymond Devos et Johnny Hallyday, qui sont allés d'ailleurs dans les prisons faire leur numéro et chanter. Les femmes n'ont jamais fait ce genre de demande. Ah, ça, je ne sais pas. Alors, le livre est dédié à Valéria, votre meilleure amie, avec qui vous avez fait aussi les 400 coups. Et là aussi, c'est tout. Vous avez prévu de dédier à Valéria, c'est volontaire, c'est une envie. Non, c'est ma très très grande amie. On a une relation de sororité, une relation fraternelle. Après, ce n'est pas ma meilleure. En fait, je trouve ça très cruel de mettre j'ai des amis aussi d'enfants, j'ai des amis, voilà. Mais avec Valéria, on a été confrontés tout de suite. On a essayé ensemble, d'ailleurs, de sauver ce jeune garçon. On a échoué parce on a échoué parce qu'il est mort à 27 ans. Et très très vite, plus tard,
J'étais enceinte de Roxane, donc elle était là. Et on a toujours été dans un rapport, son frère est tombé malade, on a tout de suite été dans un rapport de vie et de mort, Valéria et moi. Et donc on a un destin assez particulier. Donc ce qui a créé une amitié profonde, très profonde. Et voilà, je sais qu'elle fera toujours partie de ma vie. Je suis la marraine de sa fille, elle est la marraine de mon fils. Voilà. Voilà. En tout cas, elle est très présente aussi en filigrane dans ce livre, 20 ans, aux éditions de l'Observatoire, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, parce que c'est un moment d'émotion et on apprend plein de choses et j'espère que ça aura une suite dans la vie quotidienne de ces prisonnières, Karine Sylla. Alors, je l'espère aussi. Merci. Vraiment. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.